Florence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, avec moi. Merci pour l'accueil. Je suis vraiment content de parler des choses qu'on va parler. Tout d'abord, merci à Bonjour Québec de commencer le podcast et la saison. C'est un grand plaisir d'avoir ce partenaire afin de parler de comment s'émanciper sur les territoires québécois, comment conserver de l'art, on va en parler. Florence, tu as plusieurs chapeaux, beaucoup de chapeaux en fait maintenant, de plus en plus. Autrice, historienne de l'art, travailleuse culturelle spécialisée en art contemporain, partenaire de Laurent qui t'a amené justement à vivre la NFL de l'intérieur, qui t'a amené à écrire ce magnifique livre-ci que j'ai lu cette semaine. Hors-jeu, qui est une chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Tu es coprésident de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Moi, perso, j'avais jamais entendu le mot travailleuse culturelle avant. On entend tout le temps parler de travailleuse sociale. Peux-tu nous dire c'est quoi une travailleuse culturelle selon toi? Ben, c'est un mot qui est un peu comme un grand chapeau, finalement, un titre qui est comme un grand chapeau, au sens où ça regroupe une multitude de personnes qui travaillent en culture ou qui travaillent en art, puis qui ont des formations des fois un petit peu distinctes, mais qui travaillent toutes dans le même domaine. Fait que, par exemple, moi, j'ai une formation en histoire de l'art, j'ai une maîtrise en histoire de l'art, je suis spécialisée en art contemporain, mais tu sais, dans la vie, je ne suis pas historienne de l'art, je ne m'assois pas le matin à mon bureau et j'écris l'histoire de l'art, tu sais, je fais de la coordination de projet, je fais de la gestion de projet, je fais du commissariat d'exposition, je fais de la critique d'art, de la chronique pour des magazines, la radio. Je suis appelée à faire vraiment une multitude de tâches et souvent, la façon de résumer tout ça, c'est de dire, je travaille en culture, je suis travailleuse culturelle. C'est un peu le grand chapeau. Est-ce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le milieu de l'art? Dans le milieu de l'art, oui. Puis ça va regrouper des gens justement qui ont étudié en histoire de l'art, qui ont étudié en muséologie, par exemple, qui ont étudié dans plein de trucs connexes, les communications, je veux dire l'animation culturelle, qui sont appelés à travailler, je veux dire, dans des revues artistiques, dans des musées, dans des centres d'artistes, dans des galeries. Donc, toute la multitude des métiers et des professions qui sont dans le milieu artistique large. Incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de sport et de culture. Puis si tu enlèves ces deux choses-là de la société, qu'est-ce qui reste? C'est fou, hein? C'est fou comment c'est juste deux pièces maîtresses. T'sais, c'est pas nos besoins de base selon la pyramide de Maslow. Ça peut évidemment, ça contribue au bonheur, mais c'est fou que si tu enlèves ces deux choses-là. Avant, je disais souvent, si tu enlèves la culture, qu'est-ce qui reste? Surtout pendant les confinements, pendant la pandémie, c'est là qu'on s'est rendu compte de la grande place de la culture, malgré que c'était les premières places qui étaient coupées aussi. Mais rajoute à ça, si tu enlèves le sport, il reste vraiment pas grand-chose. Oui. Puis toi, tu as énormément voyagé. Là, tu sais, quand on pense à un pays, quand on veut décrire un pays ou justement l'identité de ce pays-là, mais rapidement, souvent, on nomme les grands artistes, les grands athlètes que ces pays-là ont produits et qui ont rayonné à l'international. Donc, c'est vraiment le sport et les arts, quelque chose qui nous définit comme société, comme culture, comme... C'est tellement des liants puissants. Tu sais, les moments d'aller voir un concert ou d'aller voir un match de sport, c'est tellement des moments d'émotions intenses qu'on partage entre amis, en famille. C'est des choses qui nous forgent d'une certaine façon, même d'un point de vue individuel, identitaire. C'est la pratique sportive ou la pratique artistique. C'est des passions tellement puissantes, des moteurs tellement puissants. Je trouve que c'est... des fois, ça peut paraître drôle comme mix de sport et art. Ça peut paraître éloigné. Mais pour moi, c'est intimement lié et connecté et il y a tellement plus d'affinités qu'on pense entre les deux. Émilie Perrault avait justement écrit des livres tellement intéressants, Service essentiel et Faire œuvre utile. Est-ce que tu as eu la chance de les lire? Oui. C'est fou de justement voir la culture comme un service essentiel et tous les impacts positifs et bénéfiques que cette chose tellement grandiose qui englobe tellement de choses, d'éléments, a sur nos vies, a sur la société. Puis c'est vraiment, je recommande à tout le monde cette œuvre-là parce que j'avais lu Faire œuvre utile, mais je pense que Service essentiel, ça m'avait plus parlé parce que justement, début de la pandémie, c'est qu'est-ce qui reste justement quand t'enlèves tout, quand t'imposes un confinement, etc. Il reste la culture. C'est ça qu'on fait. Tu sais, la culture, ça nous remue, ça nous fait réfléchir, ça nous fait vivre des choses, ça nous inspire aussi, tu sais, ça nous amène vers l'avant. Tu sais, il y a quelque chose de... Je trouve que dans justement cette idée d'un service essentiel, oui, c'est pas un besoin de base, mais cette idée que
on a besoin de ces moments-là, de ces lieux-là aussi, hein, les lieux sportifs, les lieux artistiques, de ces personnes-là, de ces humains-là pour nous permettre de vivre des moments différents de notre quotidien, de nous permettre de voir le monde différemment. Tu sais, je dis souvent, les arts, c'est un peu comme une fenêtre sur le monde, mais aussi une façon d'interpréter le monde avec des outils différents que ceux qu'on utilise à tous les jours, tu sais, avec les outils de l'art, la peinture, la sculpture, puis pour nous amener des regards différents sur ce qu'on vit comme société en ce moment. Tu sais, les artistes, je veux dire, ils vivent le même moment historique que nous en art contemporain. Ils lisent les mêmes nouvelles, ils ont les mêmes réseaux sociaux que nous, tu sais, ils sont affectés par les mêmes crises, les mêmes urgences. Tu sais. Puis la manière qu'ils abordent ces questions-là, ces enjeux-là, bien, des fois, ça peut nous faire cheminer différemment aussi. Puis ça, pour moi, c'est une immense richesse d'un point de vue sociétal. Personnellement, je pense que la poursuite contre Mike Ward puis toute cette saga-là nous a rappelé à quel point c'est important d'avoir un safe space comme l'humour, comme le théâtre. C'est des endroits... J'ai vu la pièce Alternatives avec Xavier Watteau, justement, qui parle de tabou entre allochtones et autochtones. Et s'il n'y avait pas la culture nous inviter à justement, dans un monde polarisant, à justement mettre nos attaques de côté puis juste d'écouter puis d'être réceptif à des idées que peut-être qui nous donnerait un trigger, c'est tellement, tellement important. Mais c'est une main tendue, hein? C'est fou. Moi, j'ai tellement appris de choses à travers des œuvres d'art, tu sais, que ça soit des vidéos d'art ou des installations artistiques. Je veux dire, j'ai appris justement sur les enjeux autochtones, sur certaines situations à travers le monde géopolitique, sur des enjeux en environnement, sur des enjeux en féminisme, par exemple. C'est tellement comme une façon de découvrir des fois des problèmes dans la société ou des questions théoriques, par exemple, puis d'y arriver par un autre moyen. Tu sais, c'est fou, là, d'avoir la chance au lieu de se claquer, je sais pas moi, un livre en économie pour être comme, bon, je vais aujourd'hui comprendre le capitalisme, mais d'aller voir un show de théâtre pendant 1h30 qui te donne des clés pour comprendre différemment le système capitaliste ou d'aller voir une expo au Musée d'art contemporain, puis là, d'être chamboulé, puis de comprendre différemment le système dans lequel on vit. Moi, je trouve ça tellement puissant. Tu sais, c'est comme une autre façon d'apprendre d'une certaine façon. Tu sais, c'est comme, au lieu d'être un livre ouvert, mais c'est une salle de spectacle, c'est un musée dans lequel tu te promènes entre les galeries, puis tu découvres les choses. C'est tellement puissant. Ça rend l'apprentissage fun aussi. Absolument. Parce que des fois, juste lire sur des chiffres, personnellement. Personnellement aussi. Parlons d'histoire de l'art. Puis je vais te dire d'où je viens. J'ai un deck en arts et lettres. Alors, tu sais, histoire de l'art très rudimentaire, un cours de 50 heures, ou même peut-être 2 cours de 50 heures, fait 100 heures. Puis ce cours-là a tellement un grand impact sur ma vie parce que ça me donnait vraiment des barèmes d'analyse pour observer l'art alentour de moi, dans les musées que je vais, dans les références dans les films, etc. Je trouve que ça devrait être comme quasiment un cours obligatoire pour tous les Québécois d'avoir une base en histoire de l'art pour comprendre justement... Parce que les courants artistiques, tu sais, sont influencés par la politique, par la technologie, par le pouvoir, etc. Alors, ma première question, c'est comment étudier en histoire de l'art comme à temps plein? Parce que moi, j'ai la chance de juste faire un cours, mais pendant quelques années, est-ce que ça devient comme une énorme vague d'informations ou tu te plais vraiment à découvrir les différents courants artistiques? Comment tu as vécu ça? Mais moi aussi, j'ai découvert l'histoire de l'art au cégep. Moi, j'étais en technique interprétation classique en danse, qui est une formation professionnelle en ballet classique et ballet contemporain qui est donnée par le Vieux. Puis au sein de cette technique-là, j'avais des cours d'histoire de la danse et des cours d'histoire de l'art. Puis c'est comme ça que j'ai découvert ce champ-là. Puis c'est ce qui m'a amené éventuellement à m'inscrire en histoire de l'art au bac et ensuite à la maîtrise. Fait que oui, c'est comme une porte d'entrée, effectivement, ces cours-là très généraux, finalement, du monde des possibles, de l'histoire culturelle et artistique du monde. Et oui, je trouve que tu mets le doigt dessus, d'avoir ces outils-là, d'avoir accès à cette façon de comprendre comment les images sont construites, puis comment les images nous sont données à voir. Hein? On vit dans un monde d'images. Les réseaux sociaux sont la meilleure illustration. On est immergé constamment dans une culture de l'image. Mais
quel type d'image nous est donné à voir, quelle est la charge politique de ces images-là aussi. Je trouve que l'histoire de l'art nous permet d'acquérir des outils qui... C'est comme si on est capable de forger une espèce de sens critique, en fait, devant la culture visuelle. L'histoire de l'art à l'université, c'est des programmes qui sont vraiment fascinants parce qu'on apprend à étudier des objets, des œuvres d'art, littéralement. Mais pour y arriver, c'est une formation qui est très, très riche parce qu'elle est à la fois structurée en courant. Donc, effectivement, on parle littéralement de genre l'art de la préhistoire dans les grottes jusqu'à aujourd'hui, puis à travers le monde et tout ça. Mais aussi, on est formé à développer une foule d'approches justement critiques, théoriques pour réfléchir à ces œuvres-là, à ces courants-là, à ces démarches artistiques-là. Fait que, par exemple, on va être amené à étudier des auteurs, des autrices en philosophie, en esthétique, en sociologie, en féminisme, en écologie, pour être capable de, justement, quand on se retrouve devant une œuvre, d'être capable de, par exemple, la situer par rapport au contexte culturel dans lequel elle a été créée. Tu sais, une œuvre qui a été créée au 16e siècle versus une œuvre qui a été créée la semaine passée, ben, elle répondait pas aux mêmes besoins, au même contexte. Les artistes vivaient pas dans la même société. Fait qu'il y a une multitude de façons d'arriver à décortiquer des œuvres puis à porter un regard qu'on espère qui est nouveau, différent, qui permettent de faire avancer les connaissances en art. Donc, c'est un beau... C'est comme une grande gymnastique intellectuelle d'une certaine façon pour justement développer comme un sens critique devant les images puis bien comprendre quel sens elles peuvent porter. Et est-ce que tu trouves que vous avez bien couvert... On ne peut pas couvrir tous les courants, mais est-ce que tu trouves que c'était équitable, la présentation des sujets, des cours? Mais comment ça se passe, c'est que, par exemple, le bac, moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM, le bac est souvent assez général et chronologique sur l'histoire, donc la préhistoire jusqu'à maintenant. Puis ensuite, là-dedans, tu peux prendre certains cours de spécialisation, mais tu as comme une espèce de overview de l'histoire de l'art, occidentale principalement, ici à Montréal. Puis ensuite, à la maîtrise, tu vas te spécialiser dans une période historique ou dans un type de médium ou de sujet ou d'artiste. Par exemple, moi, je suis spécialisée en art contemporain, puis je me suis spécialisée encore plus pointue sur le commissariat d'exposition. Donc, comment est-ce que les œuvres arrivent à nous? Bien, elles arrivent à nous souvent dans un contexte d'exposition. Donc, comment est-ce qu'on monte une exposition? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition-là? Tu sais, c'est pas un geste qui est neutre, faire une exposition. C'est comme écrire un livre. Il y a plein de décisions. C'est comme faire une pièce de théâtre aussi. Il y a un décor, il y a de la lumière, il y a des décisions qui sont carrément scénographiques. Donc, on nous raconte une histoire d'une certaine façon. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Quel sens ça porte? Quelle charge ça porte? Donc, moi, je me suis vraiment concentrée sur le commissariat d'exposition. Puis, c'était lié au fait que dans la vie, j'ai aussi une pratique de commissaire d'exposition. Donc, je travaille à monter, organiser, réfléchir des expositions dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que plus que tu avances dans ton parcours en histoire de l'art, plus que tu vas te spécialiser sur un certain domaine, finalement. Comme dans n'importe quoi, tu sais, les avocats ne sont pas avocats du droit, de tous les droits. Tu sais, c'est tes droits de la famille, tes droits des entreprises. Donc, tu vas aller te spécialiser au fur et à mesure. Ça m'amène plusieurs réflexions. De un, je trouve que d'avoir justement un bagage en histoire de l'art, ça permet de vraiment avoir une différente perspective macro et micro sur l'art d'aujourd'hui, que ce soit la création de contenu sur Instagram ou l'art dans les musées. Puis justement, quelque chose qui m'avait frappé. En fait, quelque chose que j'aime répéter, c'est que Marilyn Monroe était une influenceuse. On associe beaucoup le terme influenceur au 21e siècle, mais Picasso, c'était un influenceur, c'était un énorme influenceur, tu sais. Alors, c'est fou que ce terme ait une connotation. Puis aussi, de l'autre côté, je pourrais pas dire exactement quand, mais j'ai réalisé, mettons, je pense, 19e siècle. En fait, tu sais, aujourd'hui, comment dire, au début d'Instagram, il y avait des photos classiques Instagram. Tu sais, des photographes qui allaient à Bali, qui allaient dans les Rocheuses, qui faisaient un certain type d'image qui était répétée par plusieurs personnes. Puis c'est fou parce que si tu regardes l'histoire de la photo, de la peinture, il y a aussi certains moments dans l'histoire que
il y avait une mode de poser de telle manière pour avoir une peinture de soi, comme dans les champs. Je pense que c'était au 19e siècle, l'impressionnisme, qu'il y avait des sujets récurrents que les gens allaient se faire peindre comme s'ils travaillaient dans les champs, même s'ils ne travaillaient pas dans les champs. Alors, je trouve ça intéressant que comme on répète des mêmes patterns psychologiques dans l'art d'aujourd'hui, qu'il soit numérique ou pas numérique. Et ça m'avait tellement ouvert les yeux. Mais la photo, c'est fou, ce que ça a eu comme chamboulement dans notre culture. Nouveau, là. C'est ça. Même pas 200 ans. Ça se passe, on est dans les années 1800, puis ça apparaît au début des années 1800, puis ça s'est perfectionné techniquement hyper rapidement, la photographie, ce qui fait en sorte qu'à la fin des années 1800, mais la photo était tellement devenue précise et accessible aussi de plus en plus que la peinture, justement, a un peu perdu sa raison d'être parce qu'il faut réfléchir que jusqu'au moment où on ne pouvait, jusqu'avant qu'on puisse prendre des photos, donc qu'on puisse reproduire des images mécaniquement dans l'histoire, là, mais avant, tous les hommes et les femmes, mais là, surtout hommes, malheureusement, politiques, religieux, les nobles, les riches marchands, tout le monde se faisait peindre. C'était des portraits peints, c'était de la commande. Les artistes vivaient à la cour pour pouvoir produire des images pour la royauté. Les religions engageaient des artistes pour pouvoir reproduire les scènes, par exemple, de la Bible ou, par exemple, si on pense, je sais pas moi, au Vatican, la chapelle Sixtine, les pouvoirs religieux et politiques engageaient des artistes pour pouvoir créer des images qui, d'une certaine façon, devenaient de la publicité ou de la propagande, d'une certaine façon. C'était la seule façon qu'on pouvait véhiculer certaines idées. C'était pas seulement désintéressé. On voulait communiquer des messages, des bonnes valeurs, par exemple, ou communiquer des victoires guerrières. Mais les images auxquelles on avait accès, elles étaient via la peinture, le dessin, la gravure. Puis c'est aussi un moment où, pendant longtemps, dans l'histoire de l'humanité, les gens ne savaient pas lire dans la classe populaire. Donc, les images avaient un pouvoir immense dans la société. La photo vient tout chambouler parce que du jour au lendemain, tu n'as même plus besoin d'être si réaliste et figuratif dans ton approche de la peinture. La photo le fait pour toi. Donc, c'est là où il y a une espèce de rupture qui s'opère à la fin des années 1800 dans l'histoire de l'art, où les artistes vont s'ouvrir aux possibilités que l'art peut ne pas représenter la réalité fidèlement. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça ouvre aux possibilités de l'abstraction et ça nous amène à l'art contemporain aujourd'hui. Donc, c'est une histoire hyper jeune qui se passe à partir du début 1900. Cette possibilité que l'art peut se détacher d'une représentation fidèle et finalement réfléchir à l'art pour l'art, finalement aux idées dans l'art, puis voir quels sont les autres pouvoirs artistiques si ils ne sont pas de reproduire finalement la réalité. C'est majeur. C'est vraiment énorme parce que donc la photo était une menace à la peinture, comme certains disent que les reels sont une menace à la photo. Effectivement. Puis c'est vrai qu'il y a une révolution en ce moment de l'image avec les réseaux sociaux. L'accessibilité, là, c'est un peu la même chose. Le grand stress quand la photo est arrivée, c'était que là, tout le monde va pouvoir devenir des artistes d'une certaine façon. Puis on l'a vécu de notre vivant avec les réseaux sociaux. Là, tout d'un coup, tout le monde pouvait devenir réalisateur, réalisatrice, produire son contenu lui-même, le diffuser sans avoir à passer par différents paliers, produire tout ça à faible coût. C'est vrai qu'il y a une certaine forme de révolution visuelle en ce moment dans la culture, effectivement. Ça me fait penser à la question, est-ce que tu trouves que la démocratisation de l'art rend ça plus difficile à étudier de par l'aspect vaste de la chose? En fait, tu vois, je le prends plus par un autre bout, dans le sens où moi, je pense que pour avoir envie de consommer de l'art, par exemple, de se sentir invité, accueilli, bienvenu dans un musée, par exemple, dans une salle de spectacle, il faut que tu sentes que tu as les outils. On n'aime pas ça faire des trucs quand on sent qu'on va peut-être pas comprendre, qu'on va peut-être se sentir poche. C'est inconfortable, c'est pas le fun. Je donne des fois l'exemple du vin. Quand tu es au début que tu commences à boire du vin et tu n'as aucun repère, là, c'est tellement intimidant. Tu n'as pas le vocabulaire, tu sais pas là, c'est quoi la différence entre un cépage, un château. C'est vrai que c'est intimidant apprendre
à cartographier un domaine, à avoir des repères, à se sentir en confiance. Puis ça, je pense que ça passe beaucoup par l'histoire de l'art. C'est cool qu'à l'école ici, primaire, secondaire, on a des cours d'art plastique, on apprend les différents médiums, on apprend à manipuler ces médiums-là, on apprend l'expression artistique, tous les bienfaits que ça a sur la santé mentale aussi, puis sur la créativité, peu importe ton métier après. Mais je trouve que ce qui serait fabuleux, c'est de pousser un peu pour qu'on ait un meilleur enseignement de l'histoire de l'art du Québec, du Canada, bon, commençons par ça, mais du monde aussi, pour avoir des repères, puis pour être capable justement de se sentir peut-être un petit peu plus outillé justement quand on a envie d'aller dans un musée, que ça soit moins intimidant. Fait que je pense que ça amène des clés justement à cette impression que c'est hyper foisonnant puis qu'on ne sait pas par quel bout le prendre puis on a peur de ne pas comprendre parce que c'est vrai que c'est hyper foisonnant, mais tu sais, comme n'importe quel domaine artistique, tu sais, je veux dire, en cinéma, je veux dire, si demain matin, tu es comme, OK, je vais écouter tous les grands films de l'histoire, et là, lève-toi de bonne heure. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça serait tellement un petit outil à enseigner jeunes qui non seulement inciterait les gens à plus consommer de la culture parce que ça serait plus agréable pour eux. Donc, on dirait que c'est juste du win-win de tous les côtés. Absolument, absolument. Puis ça donne de la perspective sur tellement de faits historiques, de cultures différentes aussi à travers le monde, de technologie, les croisements entre... justement, la photo, en termes de technologie, qu'est-ce que ça a apporté, par exemple, ou juste à partir du moment où les peintres pouvaient prendre des tubes de peinture déjà toutes faites et prêts à emporter pour aller peindre dehors, qu'est-ce que ça... Tu sais, il y a des choses qu'on oublie, mais qui étaient révolutionnaires, tu sais, qui ont changé les choses. Donc, les avancées techniques, technologiques ont tellement influencé aussi comment on construit les images, par exemple. Bref, oui, c'est hyper riche. J'encourage tout le monde à aller dans un musée, à lire là-dessus, à poser des questions. Tu sais, si c'est un domaine ou une forme d'expression qui vous interpelle, ça redonne tellement. C'est tellement nourrissant comme domaine. Quelque chose que je trouve qu'on devrait faire, on est tous d'accord pour dire que le mois de novembre, c'est difficile. C'est avant la neige, après les feuilles oranges. Puis on dirait que comme il y a un potentiel de transformer. C'est du moins ce que j'ai fait en novembre dernier pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, OK, novembre, c'est gris. C'est triste, c'est froid, c'est pas fun, c'est entre deux saisons, les sports les sports d'hiver sont pas encore là. Pourquoi qu'on fait pas ça le mois de la culture? J'aime ça. C'est-à-dire que comme, je sais pas, 50% de rabais sur les billets d'entrée au musée. Tu sais, moi, chaque semaine du mois de novembre, j'allais voir une pièce de théâtre et un musée. Wow. Puis on dirait que c'est ça qui amène le soleil dans le mois de novembre. Ben oui. Qui est justement froid, gris. Oui. Alors, je trouve que ça serait tellement une belle opportunité parce que, oui, il y a tout le magasinage des fêtes, mais novembre, il n'y a pas tant de choses qui se passent, tu sais. J'adore ça. Fait qu'on devrait... Parce qu'il n'y a pas de meilleur feeling de... Tu sais, quand tu vas voir une bonne expo où tu sors d'un bon show, là, genre ce feeling-là, il est incroyable. Là. C'est tellement énergisant, là. Ouais. Énergisant, c'est le bon mot. La question que j'avais le plus hâte de te poser, en fait, pas que j'ai le plus hâte, que celle que je voulais te poser depuis le plus longtemps, puis je vais te dire un peu d'où je viens pour poser cette question-là. Depuis 12 ans environ, je m'inspire sur Tumblr. Puis Tumblr est un peu pour moi mon musée dans le sens où, loin des distractions sociales, c'est un réseau social qui est pas... que le social n'est justement pas mis de l'avant. Tu ne vois pas le nombre d'abonnés d'une personne. Il n'y a pas une guerre d'ego comme sur d'autres plateformes. Et je trouve qu'il y a une grande communauté artistique, multimédium. Il y a peut-être plein de musées super intéressants qui font des magnifiques publications. Et tu as aussi bizarrement des bots, fait que des robots qui publient, mais qui publient toute l'œuvre d'un artiste. Alors, c'est comme des comptes d'un artiste que c'est juste un robot qui va publier. Fait en sorte que je trouve l'art est vraiment accessible sur Tumblr. Et à cause de toutes ces choses-là, j'ai découvert l'art russe du 19e siècle que j'avais jamais entendu parler auparavant. Puis ça m'a vraiment surpris que j'avais jamais entendu parler. Je sais que dans mon cours d'histoire de l'art de 50 heures ou 110 heures, on va pas toucher à tout. Mais de ne pas avoir entendu une fois parler ou très rarement de l'art russe, puis après, on dirait que ma réalisation s'est approfondie quand j'ai réalisé que j'essayais d'acheter un livre sur ces peintres russes du 19e siècle, puis c'était tellement difficile à trouver. Et je suis comme, wow, on dirait que c'est comme, je viens d'ouvrir une nouvelle porte.
Est-ce que tu sens, malgré que vous avez vu une vue globale et que c'est pas ta spécialisation nécessairement, que vous avez touché à l'art russe? Par exemple, je te donne juste le nom du courant parce que c'est un courant que j'avais jamais entendu parler avant, les vagabonds ou les itinérants, en anglais The Wanderers. En russe, c'est Pered Vizniki. Des artistes comme Ivan Kramskoy, Konstantin Makovsky, etc. Est-ce que c'est comme des noms, des choses que tu as déjà entendues? Non, je connais pas ça. C'est tellement fascinant. Puis un peu comme en Europe de l'Ouest, ils essaient d'aller à l'encontre des institutions d'art plus classiques qui étaient plus renfermées. Puis justement, ils se sont appelés les itinérants pour qu'ils puissent eux-mêmes organiser leurs propres expositions et aller justement à l'encontre des institutions classiques. Oui. Je trouve ça fascinant. Ce que j'ai étudié de l'art russe, parce que justement, au début 1900, dans l'Empire russe, en Russie, ça a été très, très, très foisonnant. En art visuel, mais aussi en design, puis aussi en danse contemporaine. Ce que j'ai surtout étudié, c'est en lien avec un moment dans l'histoire de l'art qu'on appelle les avant-gardes historiques. Fait que c'est justement ce moment-là dont on parlait tantôt, où quand la photographie arrive, puis ouvre la possibilité que l'art puisse devenir abstrait, bien, il y a eu comme une succession de plein de mouvements au début des années 1900, partout en Europe, en Russie, en Ukraine, mais aussi en Italie, en France, en Allemagne. Puis les artistes se sont mis à se revendiquer d'une rupture, justement, avec l'histoire de l'art traditionnelle, pour apporter de la nouveauté. Puis en Russie, c'est un de ces courants-là, parce que clairement, celui-là a l'air d'en faire partie aussi, c'est le suprématisme russe. Donc, cette idée qu'il y avait comme une recherche hyper intense, géométrique, chromatique, sur comment est-ce qu'on peut réduire le plus possible le langage de l'art pour faire l'abstraction la plus intense, si tu veux. Puis là, ben, pour celles et ceux à qui ça peut sonner une cloche, c'est comme on a eu le carré noir sur fond blanc, carré blanc sur fond blanc, où là, on est comme, il n'y a même plus de peinture. Est-ce que la peinture va disparaître? Donc, cette idée que est-ce qu'on peut réduire le langage de la peinture le plus possible, c'était une des expérimentations, puis c'était fait d'une manière comme très scientifique. C'était des artistes qui publiaient des manifestes, des livres de théorie sur presque la spiritualité de la peinture, par exemple. C'est un moment dans l'histoire hyper foisonnant de justement de voir, OK, mais là, c'est quoi toutes les possibilités de l'art si on peut faire qu'est-ce qu'on veut, en fait? C'est qu'on dirait qu'à ce moment-là, les artistes mettaient une barrière mentale, puis là, c'est comme... Oh, finalement, il n'y a pas de barrière. On peut tout faire, c'est fou. C'est infini quasiment, tu sais. Oui, puis c'est un moment où le monde change tellement, tu sais, il y a l'industrialisation, par exemple, le début justement des technologies, les sociétés, les villes, même l'urbanisme change tellement que, tu sais, il y a des gros changements. J'ai l'impression, là, je me projette, mais j'ai l'impression qu'il y avait un sentiment que le monde est en transformation intense. On passe presque vers une autre ère, si tu veux. Puis ça, les artistes cherchaient des moyens de représenter ces changements-là. Par exemple, en Italie, ça s'appelait le futurisme. Puis les artistes s'intéressaient aux machines, à la rapidité, aux nouvelles voitures. C'était comme très, OK, où s'en va le monde? Puis c'est pour ça aussi que je disais, l'art est une fenêtre aussi sur cette réflexion-là sur nous autres, en bout de ligne, qui est vraiment, en tout cas, hyper riche. Puis je trouve ça cool, le mouvement que tu nommes, qu'eux sont allés vers les institutions, parce que aussi, si l'art change, ça veut dire qu'il faut que les musées changent aussi, d'une certaine façon. Comment les musées ou les centres d'art peuvent accueillir ces changements-là dans la création, c'est hyper intéressant. Puis justement, une des raisons pourquoi ces artistes, surtout Ivan Kramskoy, il y a comme un réalisme dans les peintures qui vient tellement me chercher. OK. Que des fois, littéralement, je scroll sur Tumblr puis je suis comme, attends, je pensais que c'est une photo, mais c'est une peinture. OK. Est-ce que de tes connaissances, c'est par une simple curiosité personnelle, pourquoi le réalisme et cette profondeur de qualité puis de lumière qui est peinte sur une toile coïncident avec la photo? Je sais que, mettons, Vermeer, il y avait des techniques de, c'est quoi, clair, pas... Oui. La boîte... clair-obscur. Clair-obscur. Ouais. Puis en sorte qu'il pouvait mieux reproduire le dégradé de lumière ou les couleurs. Est-ce que tu te souviens
ou si tu as une réponse à pourquoi ça se coïncide aussi proche dans l'histoire, le réalisme, puis la photographie qui est du réalisme? Mm-hmm. Ben, je pense que, tu sais, comme souvent en histoire de l'art, souvent on raconte l'histoire de l'art de manière linéaire, comme si chaque chose avait mené logiquement à la prochaine étape, mais la réalité, c'est que les choses sont mélangées, puis que ça bouge, puis que bon, au même moment où il y avait des gens qui se mettaient en rupture par rapport à la figuration, puis au réalisme de la photo, ou donc de l'art, parce que la photo pouvait le faire, mais il y avait aussi des artistes qui se sont tournés vers la photo puis se sont dit « Hey, la photo peut peut-être nous permettre de pousser notre art justement réaliste et figuratif une coche de plus. » Puis ça, on l'a vu au fil que justement le 20e siècle a avancé, jusque dans les années 60-70 aux États-Unis puis en Grande-Bretagne, beaucoup, où il y a eu un courant qui s'appelait le photoréalisme, où les artistes s'inspiraient carrément de la photographie pour reproduire des œuvres en peinture, en sculpture, en dessin, d'une manière que justement, c'est un trompe-l'œil parfait. Tu as l'impression que tu regardes la photo, mais c'est de la peinture. Puis là, il y a quelque chose d'hyper séduisant d'une certaine façon, d'un point de vue technique. Puis la peinture aussi, moi, ce que je trouve toujours très satisfaisant, c'est que on dirait que tu as accès au moment où ça a été créé, dans le sens où souvent tu sens les coups de pinceau. L'impressionnisme, ouais. Tu t'approches, puis tu sens qu'il y a eu un humain devant cet objet-là qui l'a peint. Il y a eu un moment, qui s'est presque imprimé sur la toile. Il y a quelque chose de... Tu sens le temps, tu sens le geste aussi. Ça, je trouve ça tellement émouvant. Fait qu'il y a cette tension-là qui s'installe dans des courants ou dans des styles où on est vraiment dans du réalisme intense et de l'hyper-réalisme, où il y a quelque chose de... Techniquement, c'est tellement impressionnant. C'est ça, c'est comme quand on regarde, là, je refais un parallèle avec le sport, c'est comme quand on regarde des athlètes qui battent des records qu'on pensait même pas atteignables. Il y a quelque chose de juste très humbling. Il y a quelque chose de... Ça nous ramène à notre humanité puis à qu'est-ce que le corps et la créativité et l'athlétisme peut faire. Je trouve que c'est beau, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous distingue aussi comme humains, comme humanité. Mm-hmm. Puis quelque chose une réalisation tellement simple que j'avais pas eu avant les cours d'histoire de l'art, c'est que si tu veux peindre quelqu'un avant la création de la photographie, il fallait que la personne soit devant toi. Oui, il fallait qu'elle pose. Ça, c'est une énorme différence entre avant et après la photo, justement. Ben oui. Pourquoi c'est aussi fascinant, tous les portraits d'avant, c'est que la personne devait être là longtemps pour peindre avec une finesse comme ça. Ben absolument, absolument. Puis encore maintenant, il y a beaucoup de peintres qui vont travailler avec des photos, qui vont aller photographier les sujets qui les intéressent et ensuite rapporter ça à l'atelier, s'installer ça comme image référence, puis ensuite produire les œuvres. Je veux dire, c'est rare que maintenant on fait du portrait avec des mannequins studios qui attendent des heures et des heures. Ça arrive, mais c'est plus rare. Tu avais un rôle à jouer dans Plural, qui est la foire d'art contemporain qui s'est passée... Le podcast va sortir plus tard, mais il y a 2-3 semaines. Ouais. C'était quoi exactement ton rôle? Cette année, je faisais partie des ambassadrices autour de la foire pour vraiment la mettre de l'avant. La foire plurale, mais c'est l'ancienne foire papier, pour ceux qui ont déjà fréquenté. Donc, la foire plurale, c'est un des plus gros événements en art contemporain au Québec, au Canada. À chaque année, ça se passe au mois d'avril, puis ça se passe dans le Vieux-Port de Montréal, sur les quais. C'est magnifique, là, depuis quelques éditions. Maintenant, c'est comme une centaine d'artistes qui sont exposés pendant tout un week-end. C'est une quarantaine d'artistes de partout au Canada. Fait que moi, ce que je trouve fascinant, c'est un de mes événements chouchous. Là. J'avoue que je suis une adepte depuis plus qu'une dizaine d'années. C'est que en une visite, tu as comme un coup d'œil sur l'art contemporain, de ce qui se passe de pointe en ce moment au pays en un après-midi. C'est comme comment on dit, un condensé. Ouais. Vraiment intense. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Puis c'est aussi une foire qui est tellement accessible, c'est festif. Tu sais, les galeries sont sur place, les artistes sont là souvent. Fait que tu peux vraiment rencontrer les gens, tu sais, qui tiennent ces lieux-là, qui font ces œuvres-là. Tu peux poser des questions. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est pas intimidant.
Tu sais, c'est très accessible. Le lieu est magnifique. Le lieu est magnifique. C'est genre baigné de lumière sur l'eau. C'est trop beau. Puis, tu sais, une foire, c'est un peu comme un salon du livre, dans le fond. Fait que chaque galerie, tu sais, un peu comme chaque maison d'édition qui amène ses auteurs, autrices, mais chaque galerie amène ses artistes et donc monte une genre de mini-expo. Fait que tu te promènes dans un parcours de plein de mini-expos de chacune des galeries. C'est vraiment fabuleux comme événement. Puis est-ce que c'est bien balancé côté multimédia? Est-ce que c'est dessin, peinture, sculpture, un mélange de tout? Bien, maintenant, c'est un mélange de tout. C'est une bonne question parce que la foire papier, anciennement, avait été fondée sur l'idée justement du médium papier, donc principalement ou même exclusivement des œuvres qui étaient faites sur papier parce que la raison est très pratico-pratique parce que les œuvres sur papier sont souvent moins chères, que ça soit du dessin ou que ça soit de la photo. Souvent, le fait que le support est en papier, les œuvres sont moins chères que, par exemple, des peintures ou des sculptures, par exemple. Mais avec le temps, la foire s'était beaucoup transformée. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom il y a 2 éditions, pour pouvoir refléter finalement cette diversité-là de médiums. Et maintenant, c'est vraiment réellement une foire qui, tu trouves de tout, là. Il y a même de l'art numérique, de la vidéo, des installations suspendues du plafond. C'est vraiment impressionnant. Une autre chose que je voulais parler, c'était l'expo qui s'est terminée de Françoise Sullivan au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est une expo... Ça m'a tellement touché parce que de voir exposer une artiste qui a 100 ans et qui est vivante, ça m'a jeté à terre. Je sais, moi aussi. C'était quoi ton rôle? Puis comment tu as vécu tout ça? J'étais commissaire invitée de cette exposition-là. Donc, j'avais un rôle avec... en fait, bon, comment ça se passe quand tu es commissaire d'une exposition? C'est soit toi qui pitches des projets, qui proposes des projets pour des lieux, ou c'est soit les lieux qui t'invitent à réaliser un projet pour eux. Puis dans ce cas-là, le Musée des Beaux-Arts à Montréal m'ont approché pour travailler sur ce projet-là parce que dans mes intérêts de recherche plus pointus, je m'intéresse beaucoup à la danse en art contemporain et aux pratiques qui sont interdisciplinaires, donc qui croisent justement différentes disciplines, différents milieux, etc. Puis j'avais déjà travaillé aussi avec Françoise il y a quelques années dans un autre projet à la Galerie de l'UQAM. Donc, le musée m'a invité à faire un co-commissariat avec le directeur du musée qui s'appelle Stéphane Aquin. Et on a travaillé comme ça pendant 1 an et demi avec Françoise à sélectionner les œuvres. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile, mais en même temps, elle voulait vraiment présenter du nouveau travail, ce qui est absolument fabuleux parce que, bon, comme tu dis, elle a 100 ans, mais elle peint encore à tous les jours. C'est une artiste qui travaille principalement en peinture maintenant depuis les 40 quasiment dernières années. Elle peint à tous les jours. Elle se rend à son atelier à pied. Elle habite genre dans NDG, là, elle marche jusqu'à son atelier, qui est genre au 2e étage d'un genre de garage industriel. C'est vraiment sketch. Puis là, elle s'installe là devant des immenses œuvres parce qu'elle peint des immenses formats. Elle est genre minuscule, elle fait genre 5 pieds 1. C'est ça qui est impressionnant, justement. C'est fou! C'est comme les toiles la dépassent. Fait que là, elle a un petit système de genre tabouret puis de petites marches pour pouvoir se rendre jusqu'au top. Wow. Puis elle travaille pas avec des assistants, des assistantes. Là. Elle fait tout toute seule. Elle a genre une personne qui vient 1 ou 2 fois par semaine pour genre son administration puis genre bouger les toiles qui sont finies pour mettre des toiles blanches. Mais c'est tout, tu sais. C'est vraiment incroyable. Fait que oui, son souhait, c'était vraiment de présenter du nouveau travail. Fait que c'est devenu l'espèce de moteur ou l'espèce de cœur de l'exposition. Donc, l'expo avait 3 salles distinctes et dans la plus grande salle, on avait donc fait une place d'honneur à sa nouvelle production. Puis dans les autres salles, on faisait une espèce de petite rétrospective de sa carrière depuis justement ses 20 ans jusqu'à maintenant, tu sais, qui est un travail colossal parce que c'est ça, là, c'est un siècle, ça se peut pas pour eux. C'est tout un travail de recherche. Puis c'est aussi une artiste qui est fascinante parce que elle avait tellement une drive radicale, une drive, tu sais, comme un goût du risque. Tu sais, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en danse dans les années 40.
Tu sais, à une époque où, à Montréal, mettons, la danse contemporaine était interdite parce qu'elle était jugée, genre, satanique. Wow. Tu sais, on était encore là. On était dans la grande noirceur, puis il y avait vraiment une mainmise de la religion puis de la politique sur la création artistique, tu sais. Fait que Françoise Sullivan, elle a fait partie d'un mouvement qui s'appelait les automatistes, qui sont ceux qui ont signé le refus global dans les années... en 48, en fait. Et eux revendiquaient une liberté de création. Là. Il faut libérer la création, il faut être capable que l'art soit magique, que l'art nous inspire, qu'on puisse faire de l'abstraction, entre autres. Et donc, c'est des artistes comme Riopelle, comme Bordua et comme Françoise Sullivan qui ont mené le Québec dans ce qu'on a appelé ensuite la modernité culturelle et la révolution tranquille. Loin de l'Église. Exactement, pour que l'art puisse être indépendant et libre. Et donc, c'est une femme qui a commencé en danse contemporaine à une époque où c'était complètement révolutionnaire. C'est une pionnière. C'est une des premières à faire ça au Canada. Là, c'est fou. Puis ensuite, elle a complètement changé de médium, est allée en sculpture, mais genre sculpture de métal monumental. Genre, elle avait littéralement un atelier de soudure dans son garage pendant qu'elle élevait genre 4 garçons. Wow. Comme je comprends rien du tout. Puis, ensuite, elle a changé encore, est allée en photographie, en performance. Elle a eu des années vraiment très art conceptuel. Elle a voyagé beaucoup dans cette période-là. Puis ensuite, dans les années 80, elle arrive à la peinture, puis elle peint depuis ce temps-là. Mais moi, ce goût du risque-là, cette capacité à tout laisser derrière ce qui fonctionnait déjà très bien, puis de changer complètement, de réapprendre, de se remettre en danger d'une certaine façon pour développer une nouvelle expression dans un nouveau médium. Je trouve ça absolument inspirant. Puis c'est ce qui fait aussi que Françoise Sullivan, c'est une artiste qui inspire et résonne énormément pour les jeunes générations d'artistes en ce moment qui sont à l'école, qui sortent de l'école. C'est quelqu'un qui a marqué notre histoire de l'art et qui, justement, a cette espèce d'aura de femme qui a jamais fait de compromis sur sa radicalité artistique d'une certaine façon. Puis ça, je trouve ça fascinant, surtout venant d'une femme artiste qui a eu plein d'embûches justement liées à son genre tout au long de sa carrière. Tu sais. Tout ce que tu viens de dire est absolument incroyable. Mais elle est incroyable. Je pourrais parler d'histoire de l'art pendant tellement longtemps, mais il faut enchaîner. Dernière question, comment vois-tu l'art évoluer dans le futur proche? Ah, c'est une belle question. Mettons, si on enlève les NFC de... Mais je pense qu'il faut que l'art puisse continuer à justement nous chambouler. Tu sais, c'est ça la fonction de l'art. Tu sais, il faut que ça puisse nous faire réfléchir, que ça puisse nous confronter, que ça puisse nous faire rêver, qu'on puisse vivre des moments de contemplation aussi. Pour moi, l'art, c'est là pour ça et ça doit garder cette fonction-là dans la société. Puis, une chose qui m'inquiète beaucoup en ce moment, tu sais, là, on enregistre au printemps, puis on vit une grande mobilisation en ce moment dans le milieu artistique. Il y a eu des manifestations il y a une semaine, il y en a d'autres qui sont en préparation, tout en lien avec le fait qu'il y a des coupures budgétaires au provincial puis au fédéral en ce moment qui affectent énormément le milieu artistique, toute forme d'art confondue, mais particulièrement les arts visuels puis les arts vivants. Puis c'est catastrophique réellement dans le sens où il y a littéralement des lieux artistiques qui ferment en ce moment parce qu'ils n'ont plus les moyens. Je veux dire, les inscriptions dans les programmes de formation dans les universités sont en chute libre. Il y a des personnes qui quittent le milieu artistique, qui se redirigent parce que ce n'est plus soutenable dans leur carrière. Tu sais, je veux dire, on est dans une espèce de point de rupture. Je pense, globalement, en ce moment, post-pandémie, il y a tellement de systèmes dans notre société en ce moment qui vont mal. C'est difficile, le milieu communautaire, le milieu de la santé, l'éducation. Il y a tellement de choses, mais pour moi, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais il faut être très, très, très consciente que fragiliser comme ça, précariser le milieu artistique, c'est se priver aussi de ces penseurs, penseuses-là pour des générations à venir. C'est de se priver de la vitalité de la création qui supposément fait justement notre spécificité, notre identité. Tu sais, Legault, quand il peut, il dit à quel point il est fier de notre culture. Mais notre culture, elle est vivante parce qu'on a des artistes. Si on n'a plus d'artistes, on n'aura plus de culture. Tu sais. Donc, moi, en ce moment, cet enjeu-là, ça me
ça m'affecte énormément. Le milieu est épuisé, à bout, précaire. C'est vraiment difficile. Fait que qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que l'art puisse continuer à nous chambouler, mais je souhaite aussi que l'art puisse se soigner aussi, reprendre des forces en ce moment et pouvoir justement continuer à avoir la résonance qu'il a dans notre culture. Puis concrètement, la preuve, c'est que le refus global a contribué à la Révolution tranquille et à l'émancipation tranquillement pas vite des femmes et de tout le monde. Il n'y a pas si longtemps dans notre histoire, c'est les années 50. Là, littéralement, c'est des artistes puis des intellectuels qui ont sonné l'alarme. Puis qui ont amené une conscientisation plus large de tous les secteurs dans la société pour justement réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme société, puis à sortir un peu la mainmise puis les carcans idéologiques qui nous empêchaient d'avancer. Donc, le rôle sociétal des artistes, des créateurs, des créatrices, il est très concret. Il n'est pas exactement conforme à ce qu'on associe je sais pas comment dire, tu sais, dans le système capitaliste, dans le système du succès, de la méritocratie, de la performance, de la consommation. Des fois, on voit les artistes comme des pelleteux de nuages, du monde on sait pas ce qu'ils font, puis ils font rien pantoute, puis je sais pas trop. Les stéréotypes sont tellement forts, mais il faut réaliser à quel point la santé d'une société, c'est aussi d'avoir ces espèces d'électrons libres-là qui nous permettent de réfléchir différemment à l'extérieur, justement, de ces systèmes très contraignants, très capitalistes sur la réussite, la productivité, tout ça. C'est des personnes qui nous font rêver et nous amènent plus loin et nous montrent d'autres façons d'avancer. C'est comme des éclaireurs. Là. Il faut, en tout cas, pour moi, c'est. Un exemple concret, c'est que l'art écope pendant les guerres, que ce soit Hitler, Deuxième Guerre mondiale, ou que ce soit l'État islamique, ou que ce soit n'importe quel conflit. L'art écope au bout de la ligne. Parlons de ton livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je te cite, tu t'intéresses moins aux athlètes féminines et journalistes sportives qui sont plus médiatisées, mais plutôt à toutes les autres femmes hors-jeu qui œuvrent dans le Big Four, qui sont les 4 grandes ligues de sport en Amérique du Nord. Et c'est fou parce que ton déclic, tu dis dans le livre que tu l'as eu quand tu étais dans un bar de sport et que je peux tellement imaginer la scène. On dirait que c'est une scène d'un film. Tu es juste entouré de tellement de télévision, parce que dans les bars de sport, il y a énormément de télévision. Et tu t'es rendu compte que c'était juste des hommes alentour de toi que tu voyais. Et c'est fou parce que ma copine m'a fait cette réalisation-là l'année dernière. Et ça a vraiment eu un grand impact sur ma vie parce que je me suis dit, wow, je ne vois qu'une partie de la société. C'est même pas dans des bars de sport. Moi, c'était juste comme règle générale, il y a tellement plus de conversations d'homme à homme que de conversations homme à femme ou de femme à femme. C'est que même quand tu cherches comme des late night shows à avoir une entrevue d'une célébrité pour son dernier film, t'essaies de trouver des femmes, c'est difficile. T'sais? Fait que c'est fou que ton déclic, un peu le même déclic que ma copine m'a fait me rendre compte, puis elle a poussé encore plus loin dans le concret, dans le tangible, loin du milieu culturel ou sportif, c'est que même dans des événements publics qu'on socialise, souvent, même si ma copine est à côté de moi, l'homme à qui je parle va parler juste à moi. Que ce soit par le langage corporel ou juste directement une parole adressée. Avant de plonger dans ton livre, comment t'as fait ou comment t'as évolué au fil du temps d'avoir été dans des événements avec Laurent, d'avoir su prendre ta place et t'assurer que justement il y avait un flot conversationnel, que ce soit une couple d'années ou que ce soit encore aujourd'hui, étant donné l'attention médiatique que lui a et donc les gens veulent lui parler? Et là. Ben, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à complètement régler, là, dans le sens où je pense que ce que tu décris, c'est des mentalités, puis c'est aussi des réflexes pour lesquels on a été socialisés depuis tellement longtemps, depuis notre enfance, qui font en sorte que c'est extrêmement difficile de les déconstruire. Je n'ai pas le...
je sais pas comment dire, je peux pas dire que j'ai réussi à tout déconstruire. Je veux dire, encore il y a 2 semaines, on était dans un événement caritatif, puis je veux dire, à plusieurs moments dans la soirée, il y a justement des messieurs qui venaient, des messieurs haut placés dans des compagnies qui venaient saluer Laurent pour lui serrer la main, tout ça. Puis littéralement, j'étais à côté de Laurent, puis ils avaient même pas un eye contact. Et Laurent, dans certains cas, en fait, dans tous les cas, me présentait à eux et des fois, ils ne me faisaient même pas un eye contact. Wow. C'est comme... C'est tellement intense. Fait que, oui, je veux dire, la persistance d'un système de valeurs très patriarcal où il y a une espèce de croyance qui soit consciente ou inconsciente. Hein. Des fois, c'est ça qui est sournois aussi avec ce type de mentalité-là, c'est que des fois, tu réalises même pas que tu as ce type de réflexe-là, tellement c'est ancré dans toi, tu sais. Que c'est conscient ou inconscient que les hommes ont une valeur plus grande que les femmes. T'sais. Puis ce qui est complètement fucké, c'est que ces messieurs-là, si tu leur demandes est-ce que tu penses que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits dans la vie, les mêmes chances, ils vont te dire oui. Ils ont probablement une femme, ils ont probablement des filles, par exemple. Ils vont te répondre oui, mais dans les agissements, dans les contextes professionnels décisionnels, c'est des gens qui vont reproduire un système qui pourtant exclut les femmes. Ouais. Puis je veux dire, je l'ai vécu de, journée 1 de l'aventure de la NFL jusqu'à la semaine passée, dans le sens où c'est tellement puissant. Puis tu as raison que Laurent, il a une présence médiatique plus grande que moi. C'est normal que les gens le reconnaissent, viennent lui dire bonjour, bien sûr. Je comprends ça, là, je sais pas. Mais il y a quelque chose dans la valeur que tu portes à l'humain qui se présente à côté du gars à qui tu viens serrer la main, que tu vas même pas, premièrement, dire « Excuse-moi de vous interrompre, bonjour Laurent, je me présente, nanana », et même pas dire « Bonjour » si je me présente ou que Laurent me présente, parce que même moi, je suis pas capable de placer un mot dans cette conversation-là qui m'exclut. T'sais, ça fait mal. Ben, ça fait mal. Je pense qu'il n'y a pas d'autre vraiment façon de nommer. C'est une interaction qui a une certaine forme de violence. Dans le fond, il y a une exclusion dans cette dynamique-là. T'sais. Personnellement, de mon observation, je pense que c'est mon rôle. En fait, c'est moi qui détiens le gros bout du bâton, d'offrir plus de place, de changer mon langage corporel pour être moins 1 à 1 et plus 3 ensemble. Ouais. Et ma copine n'aime pas ça quand je fais ça, mais tu sais, l'intégrer à la conversation, elle dit « Ah, Mathilde a réussi à faire ça. » Ou un peu comme, tu sais, lui passer la POC. Mais c'est niaiseux, mais des fois, ça crée un déclic chez ton interlocuteur. Puis il est comme « Ah oui, c'est vrai, il y a une autre personne qui se tient dans le même cercle de conversation que nous, tu sais. » Puis comme par hasard, c'est une fille. Mais oui, t'as tellement raison. Ça me fait penser à la définition d'une personne alliée, hein. Tu sais, un homme allié, par exemple. Tu sais, c'est à la fois une personne qui va célébrer des victoires quand, par exemple, une femme devient la première DG d'une équipe sportive ou la première arbitre dans une ligue, tu sais, qui va être là pour célébrer les victoires, les premières, mais qui va être aussi là pour créer de la place puis des opportunités pour les femmes dans les contextes où elles ne se trouvent pas. Tu sais, le meilleur exemple, c'est dans une salle de réunion, quand il y a des décisions importantes qui sont en train de se prendre puis qui vont impacter pas juste des hommes, par exemple, qui vont impacter aussi d'autres personnes. Puis là, ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi plein d'autres identités. D'être une personne alliée, ça veut dire de se poser la question, est-ce qu'en ce moment, on a considéré toutes les angles morts? Est-ce qu'on a considéré toutes les réalités, les vécus? Est-ce qu'on ne peut pas créer de l'espace pour une diversité dans cette réflexion-là, dans cette décision-là? Ça, c'est être allié aussi. C'est de pouvoir faire de la place aux gens quand ils ne sont pas présents. C'est quand les portes sont fermées, d'être encore une personne qui célèbre. Ça, c'est important. C'est fou, tu sais, je me considère ouvert, je me considère féministe, je me considère intelligent, mais c'est fou que ça m'a pris autant de temps à me rendre compte de petites subtilités comme ça qui ont vraiment un grand impact. Je te comprends tellement, dans le sens où moi aussi, j'ai réalisé des trucs que j'avais internalisés qui étaient genre super misogynes, finalement, tu sais, dans mon expérience de la NFL, tu sais. Un exemple de ça qui est vraiment flagrant, c'est par exemple en lien avec les cheerleaders. Ouais, on va en parler, mais vas-y, continue, puis je veux en parler tantôt.
Tu sais, les cheerleaders, on a toute une idée hyper... Glorifiante. Ben, aussi, comme souvent très stéréotypée. Ouais. Tu sais, c'est un type de féminité qu'on va juger. C'est un type d'activité qu'on va juger. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais qu'est-ce qu'ils font là encore? Tu sais, pourquoi elles se mettent dans cette position-là? Tu sais, comme, moi, je comprends pas qu'elles fassent ça, par exemple. Tu sais. Puis moi, un exemple de ça, c'est dans mes premières années à Kansas City. Tu sais, je me rappelle d'être dans les estrades, puis de regarder un match, puis tout ça, puis de checker les cheerleaders sur les lignes de côté, puis de me dire, ils sont peut-être un peu connes, hein, dans le fond, mais c'est tellement violent, c'est tellement fou que moi, comme femme qui a en plus déjà fait de la danse professionnelle, En plus. Comme personne féministe, je me considère féministe, que je puisse porter un regard sur des athlètes féminines et mettre en question leur intelligence, leur crédibilité, uniquement basée sur leur apparence, le costume qu'elles portent. C'est tellement fou à quel point justement le système patriarcal puis le sexisme est puissant et peut être quelque chose qu'on internalise même sans s'en rendre compte. T'sais. Puis l'exercice, dans ce cas-là, ça a été vraiment de me demander pourquoi est-ce que leur apparence m'amène à mettre en doute leur intelligence? Parce que tu sais, le patriarcat, c'est aussi quelque chose d'absolument fascinant parce que ça nous met souvent comme personne femme dans une position qui est comme impossible. Alors, je sais pas si tu as vu le film Barbie. Ouais. Tu sais, il y a un monologue à un moment donné de America Ferrera vers la fin du film qui parle de ça, qui parle de comme, même si on était, tu sais, des Barbies dans le monde des Barbies, on avait tout le pouvoir, mais là, tout d'un coup, on a été pris dans un système qui fait en sorte que si je réponds au code de beauté, on va me taper sur les doigts, on va me décrédibiliser, on va me juger. Mais si j'y réponds pas, il va arriver la même chose. On va me juger, on va me tasser, on va me considérer comme moindre. Mais ce piège-là, cette espèce d'impression que tu peux jamais gagner, il est tellement puissant, il est tellement comme insidieux, là. C'est fascinant. Fait que par rapport aux cheerleaders, je trouve ça super intéressant de partager le fait qu'au départ, j'avais beaucoup de jugements contre elle quand je suis arrivée dans la NFL. Puis ça a été un gros exercice d'identifier justement cette idée préconçue-là que j'avais, puis de trouver des pistes pour la déconstruire, pour essayer de poser un regard différent sur ces femmes-là, puis de voir plutôt comment est-ce que je pourrais considérer un potentiel féministe dans leur présence dans le sport masculin. Ça a été vraiment un cheminement que je relate dans l'essai hors-jeu. Ouais. Mais oui, c'est, en tout cas, pour moi, c'est un exemple tellement flagrant de la puissance de ces stéréotypes-là. Parlons tout de suite de la violence, du traitement des cheerleaders dans le sport professionnel. Pour le reste, je lisais ça. Le seul comparatif que j'ai pu faire de mon expérience de vie, c'est quand je suis allé en Corée du Nord. Wow! Littéralement. Parce que tu vois comment les gens s'habillent, puis tu sais qu'il y a des normes sociétales extrêmement strictes. Il y a peu de choses qu'elles peuvent pas porter. Tu sais, les coupes de cheveux, la pin de Kim Jong-un sur leur chandail. Je tiens à lire des citations parce que c'est vraiment important de partager ces choses-là. Parce que même après avoir lu le livre, j'ai vu des reels, puis je voyais plus les cheerleaders de la même manière. Elles ont un salaire moins que le salaire minimum pour certains clubs. Pour certains clubs, en comptant les heures, ça revient à du 5 de l'heure et un autre club à du 2 de l'heure et sont assujettis à des amendes s'ils n'ont respect des règles. Il y a un climat de peur. Ça fait en sorte qu'il y a un climat de peur. Interdiction de porter des pantalons de jogging ou des bigoudis à l'extérieur de chez elles. En passant par des conseils sur le démaquillage ou la saine hygiène vaginale. Elles sont dites, certains clubs leur disent ne vous maquillez pas et ne remplacez pas vos cheveux en public. Votre coiffure et vos vêtements ne doivent jamais être à la dernière mode. Obligation de mettre des comptes Instagram privés, pas possibilité de capitaliser financièrement sur leur affiliation avec l'équipe. Certaines équipes comme le Gold Rush de San Francisco disent qu'elles n'ont jamais le droit de dire qu'elles sont affiliées au club et qu'elles doivent désactiver le GPS de leur téléphone. Interdiction de développer une relation amicale avec un membre de l'organisation, mais aussi
si vous vous trouvez dans la même section VIP dans un club, à la même table ou même à parler avec l'un d'entre eux, au-delà d'un bonjour professionnel ou bon match, vous vous rendez coupable de fraternisation. Ils ne peuvent pas réagir aux publications réseaux sociaux des joueurs. Leur contrat stipule expressément qu'elles sont tenues de quitter tout endroit public où un joueur se trouverait lorsqu'elles sont hors fonction. Et le énorme paradoxe, comme tu le mentionnes dans le livre, c'est que des hommes qui ont intégré les équipes de danseuses et danseurs au fil des années, ceux-ci n'ont pas de restrictions. Et c'est tellement violent. J'arrive pas à croire que ça se passe encore. T'sais, je sais qu'il y a des petits changements par-ci par-là. J'ai même pas de question pour toi à part le fait que c'est violent, puis ouais, c'est ça. C'est juste un fait. C'est juste un fait. Ouais. Non, c'est vraiment... c'est ça. Tu sais, dans justement ma réflexion à essayer de trouver des façons de changer mon regard sur elles, je me suis dit, bon, je sais même pas c'est qui ces filles-là. Elles arrivent de où? Elles font quoi? C'est quoi leurs conditions de travail? Bon, pourquoi elles choisissent de faire ça, justement? Puis, la première chose qui est super importante à dire, c'est que c'est des athlètes de haut niveau. Ouais. C'est des filles qui ont fait de la compétition, souvent universitaire, au plus haut niveau qu'elles pouvaient se rendre, parce que, bien sûr, étant un sport majoritairement féminin maintenant, il n'y a pas de débouché là, après l'université. Là. Tu peux pas faire une carrière en cheerleading en ce moment aux États-Unis. Fait que c'est des femmes qui ont fait de la compétition nationale universitaire, c'est souvent des femmes qui sont encore danseuses professionnelles aussi. Donc, ça devient comme un gig 6 mois par année où elles s'entraînent presque à tous les jours. Elles performent dans des stades de 80 000 personnes à chaque 2 week-ends. Tu sais, c'est extrêmement prestigieux. C'est un volume d'entraînement qui est génial aussi. C'est une expérience qui est superbe. Et l'autre chose, c'est que c'est des femmes qui trippent football souvent, puis que c'est une grande fierté pour elles de représenter leur équipe parce qu'elles ont ce rôle-là d'ambassadrice de l'équipe. Hein. C'est vraiment des femmes qui vont être impliquées dans les communautés, par exemple à Kansas City, faire des activités à l'extérieur des stades, être présentes elles représentent vraiment l'équipe, l'âme des Chiefs. Elles font partie de l'expérience de match. T'sais. Et donc, tout ça, c'est des choses qui m'ont amené à, premièrement, les considérer comme des athlètes. C'est des athlètes aussi qui sont employés par ces clubs-là depuis des décennies. Hein. Les cheerleaders, ça commence dans les années 50 dans le football américain. Ça a eu tellement un succès d'intégrer cette forme d'animation de foule-là que dans les grandes ligues de sport nord-américaines, il y a ce type d'animation aussi portée par des clubs souvent féminins, maintenant de plus en plus mixtes. Donc, il y a quelque chose de l'identité aussi du sport même ou du spectacle sportif, comme le sport s'est beaucoup développé en Amérique du Nord. Fait que ça, c'est la première chose. Puis ensuite, effectivement, comme tu dis, c'est des femmes qui évoluent dans un système parce que là, il faut déplacer notre regard de leur choix individuel. Ouais. Leur choix individuel, c'est j'ai envie de représenter mon équipe locale, j'ai envie de danser dans le contexte qui est le plus prestigieux possible dans mon contexte local en ce moment. Je suis au plus haut niveau de ma forme artistique et sportive. Tu sais, je veux dire, ça, c'est la raison. Là. Ces filles-là sont là pour ça et par passion et par talent. Ensuite, je pense que si on déplace notre regard de elle à s'interroger au contexte, pourquoi est-ce que des ligues qui génèrent des milliards de dollars en profit par année ne sont pas capables de donner des conditions salariales à ces filles-là, puis aussi de donner des conditions qui sont sécuritaires à ces filles-là? Parce que ce que je relate dans le livre, c'est que je parle des vagues de poursuites qui ont eu lieu dans la NFL, en particulier dans les années 2014-2018, par rapport justement à leurs conditions salariales, où les filles dénonçaient qu'elles n'étaient même pas payées salaire minimum. Il y a des équipes qui ne payaient même pas encore les filles. En 2014, tu sais, c'est hallucinant. Là. Puis ensuite, il y a eu d'autres vagues de scandales sur harcèlement sexuel au travail, violence à caractère sexuel au travail. Tu sais, c'est comme, voyons donc, tu n'es même pas capable de offrir un contexte. C'est juste la décence, là. Ouais. C'est comme du respect de base, de la sécurité de base. Fait que c'est là où, pour moi, le problème, il n'est pas sur l'individu, il est sur le système, il est sur le cadre, sur l'employeur qui tolère, qui accepte. Au final, ce que moi, j'en comprends, c'est que c'est un système où on accepte d'exploiter le travail et le corps de ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'on peut. Ouais. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir, parce que c'est nous qui avons les profits, puis on peut se permettre ça.
C'est violent. C'est très, très violent. De mon observation, en fait, avant que je dise ça, l'organisme Filles Actives a dit que 90% des adolescentes au Québec ne répondent pas aux normes nationales d'activité physique. Le ministère de la Santé a dit dans un rapport que les activités menaçantes, compétitives et traditionnelles sont des freins à l'intégration des filles dans les cours d'éducation physique. De mon observation, j'observe vraiment un gros changement de paradigme par rapport aux activités sportives depuis 10 ans. Moi, mettons, je dis haut et fort, même si peut-être je ne vais pas gagner, là, mais que je veux pas que mon enfant joue au hockey. Mm-hmm. Parce que j'ai été élevé dans la culture du soccer, du hockey, puis j'ai pas trop aimé cette culture-là, même si je m'amusais, puis même si l'éducation physique, l'activité physique est importante. On dirait qu'on voit je sais pas si, justement si c'est l'âge ou si c'est la société, mais de voir des sports autres qui apparaissent. C'est des sports un peu plus nichés, du vélo montagne, du gravel bike, de l'escalade, du ski de randonnée alpine, etc. Mm-hmm. Puis justement, je trouve qu'il y a des magnifiques organisations au Québec, les Chèvres de montagne, Filles du Nord, qui font la promotion de ces sports-là et créent un sens de communauté pour les femmes, pour qu'elles puissent apprendre de manière respectueuse et tout. Absolument. Est-ce que tu penses que le futur de l'égalité dans le sport passe par là, ou comment tu le vois avec le futur du sport et le féminisme et l'égalité et les différentes activités physiques? Grande question. Mais c'est ça, c'est très large. J'aurais ça qu'on puisse régler ça aujourd'hui, ça serait incroyable. Une bonne chose de faite. La première chose que j'ai envie de répondre par rapport à ça, c'est que, en fait, ce que tu nommes par rapport aux statistiques de désintérêt puis de décrochage des jeunes filles des activités physiques, hein, dans le fond, c'est que les filles ne se sentent pas bien dans ces contextes-là, ne se sentent pas intéressées, donc arrêtent de faire de l'activité physique en grandissant, puis ça fait juste se prolonger dans leur vie adulte. Mais pour moi, ça, c'est un enjeu de santé publique. Ouais. Parce qu'on est en train de me dire que la majorité des jeunes filles et des femmes ne bouge pas suffisamment par rapport aux recommandations de la santé publique. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire comme exercice, c'est de dire, si on améliore ensemble la question de l'égalité des genres et des sexes dans le sport et l'activité physique et le plein air, on va venir bonifier la santé publique, on va venir bonifier la vie, littéralement, de ces filles-là, de leur santé, littéralement, pour les années à venir. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la question de la place des femmes dans le sport, c'est une question qui est sociétale. C'est vraiment un examen de conscience, puis de se demander, est-ce qu'on veut que le sport soit à ce point-là sexiste? Est-ce qu'on veut qu'il soit à ce point-là discriminant pour la moitié de l'humanité qui sont les femmes? Je veux dire, c'est parce que c'est ça en ce moment, malheureusement, les chiffres, ils sont indéniables. Hein, c'est comme, je trouve ça tout le temps abstrait et complètement déconnecté d'une certaine façon d'être comme, hey, ça serait vraiment le fun, l'égalité dans le sport. C'est comme, voyons, de quoi on parle? Ouais. Bien sûr, ça serait le fun, puis je trouve ça fou d'être obligé de justifier pourquoi ça serait le fun, d'écrire un livre de 250 pages sur le sujet, quand en bout de ligne, les chiffres sont indéniables dans le sens où, par exemple, si on parle de la couverture médiatique, ben là, on sait maintenant qu'à peu près 15% seulement du temps d'antenne est dévoué à montrer du sport féminin. On sait qu'il y a à peu près moins de 15% des journalistes sportifs qui sont des femmes. Puis là, quand tu grattes un petit peu puis tu regardes, OK, mais c'est quoi leur rôle de journaliste? Bien, quand on parle d'expertes et d'analystes sportifs, ben là, on tombe à moins de 5%. Je veux dire, puis là, après ça, quand tu regardes les statistiques de quel type d'argent est mis en commandite pour les athlètes femmes, combien de femmes il y a de coachs, combien de femmes il y a dans des postes de direction, combien de femmes il y a sur des CA dans les organisations sportives, les chiffres sont tellement épeurant que je ne comprends pas qu'on accepte à ce point-là que le sport, finalement, soit comme déphasé, déconnecté, comme anachronique. On dirait qu'il est pris dans le passé, puis il n'y a comme pas eu le mémo qu'on aimerait que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, chances et rêves dans la vie, parce qu'en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Justement, le livre m'a fait réaliser que c'est des petits détails qui illustrent le problème. C'est que le genre masculin est le genre par défaut. On ne dit pas
la Ligue nationale de hockey masculin. On dit la Ligue nationale de hockey. C'est que le genre de défaut, par défaut de justement toutes ces Big Four et le genre masculin. Mhm. Donc, juste là, il y a un énorme problème. C'est un énorme red C'est tellement flag. une image forte. Ouais. C'est fou. Parce que le genre neutre, il est masculin à leurs Exact. yeux. On prend pour acquis que aller voir un match au Centre Bell jusqu'à il y a quelques semaines, Ouais, on va en parler. on prenait pour acquis que c'était un match de gars, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, dans l'acronyme même de ces grandes ligues-là, ben les hommes, il n'y a rien qui dit c'est la ligue masculine, alors que toutes les ligues de femmes inscrivent leur genre dans le nom de la ligue. C'est ça. Est-ce que tu crois justement que le sport en plein air peut être un vecteur d'égalité? Parce que moi, mettons, les personnes les plus actives que je connais présentement sont des femmes qui font partie de ces clubs-là, qui sont heureuses à pratiquer un sport qu'elles aiment dans un contexte respectueux. On dirait que ça me donne espoir. Oui. Ben, je dois avouer que je ne connais pas beaucoup l'univers du plein air, mais que j'apprends à le découvrir depuis les derniers mois grâce à une initiative avec qui je collabore qui s'appelle La Lancée, qui est une initiative pour mettre de l'avant justement des organismes et des initiatives qui font la promotion de la place des femmes dans le sport et qui changent les choses sur le terrain, vraiment. Et dans leur axe d'action, il y a le sport, l'activité physique plus large, puis le plein air. Puis j'ai découvert tellement d'histoires, d'initiatives, de regroupements justement de femmes inspirantes. Puis tu as raison qu'il y a quelque chose où peut-être qu'il y a moins de référents ou de structure aussi. Oui, puis de structure, mais surtout j'ai l'impression d'image. Tu sais, notre imaginaire est tellement habité par justement toutes ces images de grandes parties sportives à la télé, que ce soit au basket, au hockey, au soccer. Tu sais, il y a quelque chose on dirait que le sport, c'est beaucoup le sport professionnel masculin, alors que dans le plein air, j'ai l'impression que le terrain est un petit peu plus ouvert en ce moment. On a peut-être moins un imaginaire qui est habité par un référent masculin. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme possibilité que ça permet. Peut-être qu'on part un petit peu plus dans un terrain neutre, ou justement, un terrain les qui arbres. peut être mixte. Les arbres. Exact. Avais-tu eu la chance d'assister à la game de la LPHF? Non, parce que j'avais un événement de famille. Mais je sais, mon Dieu, j'ai eu le plus grand faux mot de l'histoire de l'humanité. J'ai pleuré en regardant toutes les stories. Puis, oh mon Dieu, Seigneur. C'était tellement émouvant. Moi, je photographiais pour la LPHF les coulisses de l'événement. Puis pour elle, j'ai failli avoir des larmes aux yeux au début, la cérémonie d'ouverture, avec une chanson qui me touche tellement. Et c'était tellement beau. Comme pour elle, je suis émotive d'en parler parce que c'était tellement beau de voir des décennies d'inégalité et que cet événement, avec le travail de tellement de personnes qui travaillent backstage pour rendre ça possible, et l'émancipation des joueuses, des spectateurs, spectatrices, des téléspectatrices, c'était tellement beau. Puis des petites choses concrètes comme puis voir des pubs de Dodge Ram, puis de voir des pubs de Barbie, de voir des pubs de Secret, tu sais, de voir ce changement qui est long à opérer. Tu sais, juste, exemple concret, les lignes, ben, comme tout le temps, mais on dit que c'était accentué. Les toilettes, c'est juste le nombre de toilettes accessibles pendant les intermissions, tu sais, qui sont pas adaptées à avoir une foule qui est plus de femmes. Alors, tu sais, c'est tellement de choses à changer, mais c'était tellement beau, puis ça me donne tellement espoir. Puis justement, depuis la sortie de ton livre, tu sais, cette ligue a été créée, littéralement. Puis, tu sais, il y a Caitlin Clark aux États-Unis, tu sais, il y a tellement un changement, puis c'est tellement fun de voir justement le bateau changer de direction, puis c'est tellement... Est-ce que ça t'énergise? Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on vit un moment historique. Oui, vraiment. Puis, je veux dire, depuis janvier, avec le lancement de cette ligue-là, la nouvelle ligue de hockey professionnel féminin,
Je veux dire, j'ai l'impression qu'à chaque semaine, il y a un nouveau record qui est battu, que ce soit au hockey en termes de place dans le stade, dans l'aréna vendue, que ce soit le streaming de tel game universitaire, de basket féminin, de volleyball. C'est fou, c'est bouillonnant, ça se passe maintenant. On est en train de changer le sport, de le transformer en profondeur. Je me sens extrêmement chanceuse que le livre puisse exister dans ce moment-là. T'sais. Puis j'ai l'impression que la game au Centre Bell, je veux dire, il y a 1 an, on n'aurait jamais même pu imaginer que c'était possible de faire ça. Puis ça a été sold out en genre 2 secondes. Là. Ouais. C'est hallucinant. T'sais. Moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que depuis qu'on est tout petit, là, en tout cas, je parle pour moi, mais on se fait dire le sport féminin, c'est pas rentable. On peut pas le montrer parce que c'est pas rentable. Il n'y a pas de commanditaires qui vont s'associer à ça. Puis là, c'est comme une roue infinie. Il n'y a pas de commanditaires. On peut pas le diffuser. On peut pas le diffuser parce que... Puis, je trouve ça fascinant parce que je trouve que ce que les derniers mois, dernières semaines nous montrent, c'est que finalement, ce vieil argument-là là, de monsieur qui sont genre, je suis désolée, je suis impuissant devant ce grand enjeu de société qui est l'égalité entre hommes et femmes parce que c'est de même, ça va toujours rester de même, mais on est en train de le déconstruire. À chaque semaine, on est en train de le déconstruire. Puis on est en train de prouver que quand tu donnes un stade, quand tu ouvres un stade à ces équipes-là, quand tu leur donnes un créneau à la télévision qui a de l'allure, qui n'est pas genre à 2 h du matin un mardi soir, là, quand tu mets des caméras qui captent un bon feed pendant la game, quand tu mets en place des ingrédients de niveau professionnel et compétitif par rapport à ce qui est dans le marché sportif aussi, ben les gens répondent présent. Les gens sont dans les estrades, synthétisent à la télévision, achètent la merch. Et, je veux dire, on est en train d'ouvrir les portes du sport à des gens qui se sentent exclus de cet univers-là depuis des années, des décennies, des siècles. Les femmes, mais aussi les communautés LGBTQ, les familles. On est vraiment en train de créer un autre type d'engagement en lien avec le sport. Puis ça, je trouve ça hyper, hyper inspirant. J'ai une dernière question par rapport au livre. Tu as écrit à la fin qu'écrire sur le terrorisme... contraire. Écrire sur le féminisme est terrorisant. Oui. Est-ce que, maintenant que ça fait 6 mois que ton livre est sorti, ta peur était-elle fondée ou pas? Et quelle était la plus grande résistance? Bien, j'écrivais ça à un moment où on était presque rendu à envoyer le manuscrit sous presse. Puis on dirait que je réalisais que dans quelques semaines, dans quelques mois, le livre allait être disponible, tu sais, puis à tout le monde, qu'il allait plus être juste à moi dans mon petit ordinateur à la maison, tu sais. Puis je dis ça parce que dans le livre, tu sais, il y a beaucoup de moi, dans le sens que je raconte beaucoup de moments vécus, de réflexions que j'ai eues, de discussions que j'ai eues avec Laurent, avec nos amis, la famille. Puis ensuite, tout ça est comme imbriqué avec les statistiques, l'état de la question, les pistes de solutions aussi sur comme la grande cartographie des femmes dans le sport. Ouais. Mais je me rendais compte que j'allais un peu comme me dévoiler. Tu sais, je me sentais très vulnérable, en fait. Fait que oui, ça me faisait extrêmement peur. Je pense que, encore aujourd'hui, malheureusement, porter une parole féministe dans l'espace public, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Surtout quand tu traites d'un sujet qui, historiquement, est masculin, tu sais. Puis la tradition masculine dans le sport, elle est très puissante. Elle est à la fois dans les structures de pouvoir, mais aussi dans l'auditoire, encore beaucoup, malheureusement, le fanbase du sport. Ouais. Puis ça me faisait très peur. Puis j'ai vécu du backlash sur certaines entrevues, médias, podcasts que j'ai fait, tu sais, un backlash qui était surtout fondé sur le fait que c'était pas ma place de parler de tout ça, puis que j'avais rien à me plaindre, puis que, etc. Puis effectivement, j'ai bénéficié d'un immense privilège d'être dans cet univers-là.
Mais pour moi, c'était aussi important de raconter cet univers-là puis d'essayer de faire réfléchir différemment à cet univers-là aussi. Puis j'acceptais justement d'utiliser ce privilège-là pour peut-être encaisser aussi ces coups-là, tu sais. Mais ce qui m'a immensément énergisée dans les derniers mois, c'est au contraire la vague de témoignages puis de partages puis de gratitude que j'ai reçue de la part d'athlètes, de la part d'anciennes athlètes, de femmes qui gravitent dans le sport, de femmes aussi qui ne sont pas dans le sport, mais qui, par exemple, partagent leur vie avec quelqu'un qui est en politique, qui est en finance, qui est dans l'armée, je veux dire, j'ai tellement eu de témoignages, de partages hyper émouvants de personnes qui disaient, bien sûr, j'ai pas vécu ça parce que, bon, c'est unique, c'est spécial, c'est rare, mais j'ai vécu des dynamiques qui sont similaires, puis je me suis reconnue là-dedans, puis de sentir que je pouvais raconter ces femmes-là, puis peut-être faire réfléchir les gens. Tu sais, mettre des mots. Tu sais, des fois, quand tu lis des mots que tu es comme « merci d'avoir écrit ces mots-là », je me reconnais dans ces mots-là, je me sens vue. C'est tellement puissant. Puis moi, j'aurais aimé ça, pouvoir lire des mots comme ça quand je suis arrivée dans cet univers-là, puis j'avais pas de repères, puis je comprenais pas qu'est-ce que je crissais là. J'aurais aimé ça, pouvoir me faire dire qu'on pouvait y voir un potentiel féministe, qu'on pouvait y réfléchir différemment, qu'on pouvait transformer ces structures-là. Fait que non seulement j'ai l'impression de pouvoir agrandir ma sororité, de pouvoir accueillir ces femmes-là avec moi. Mais j'ai en plus l'impression que le livre, en ce moment, s'inscrit en écho avec tout ce qui se passe pour le sport féminin. Puis ça, c'est tellement puissant. T'sais. On est en train de faire la démonstration que c'est possible. Puis ça fait rêver pour le futur du sport. Tania, ça fait combien de temps? Parfait, super. Je te remercie sincèrement d'avoir écrit ce livre. Je pense que c'est un ouvrage extrêmement important qui s'inscrit dans le changement de la direction du bateau. D'avoir eu le courage d'avoir écrit ça, parce que je peux même pas imaginer à quel point ça va être terrorisant. C'est même Jean-René Dufort, Infoman, avec toute son expérience de bagage politique, puis d'avoir été moqueur un peu avec les politiciens, être un peu un clown, chroniqueur, journaliste. J'ai écouté une entrevue de lui qui dit que justement, il a vu un changement de la pression des médias sociaux, des menaces en ligne, puis à quel point c'est d'autant plus difficile pour les politiciens, d'où pourquoi il est de plus en plus doux avec eux. Et ça, je suis comme, wow, toi, avec ton expérience, tu as pu vivre ce 20 ans-là, puis tu es capable d'affirmer ça, que c'est pas juste des mots qu'on dit, que l'Internet peut être intimidant, puis tout. Alors, je te remercie pour beaucoup d'avoir écrit ce livre, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Merci. Mais comme je dis, je le partage avec tellement de femmes qui transforment le sport puis qui me donnent l'énergie aussi de porter cette parole-là. De ce que j'ai compris du livre, ta vie a beaucoup été en mouvement. Oui. Où vas-tu au Québec pour te ressourcer? Ah, c'est une belle question. On a des amis très, très chers qui sont en Estrie, fait qu'on est souvent dans ce coin-là, près de Donham et compagnie. Je dis Estrie, canton de l'Est, je sais pas, je suis tout le temps mélangée. Ouais. Je comprends rien des régions. Moi aussi, une phrase sur deux, je dis canton. Puis... Mais sinon, bas du fleuve puis Gaspésie, c'est vraiment comme la maison, le ressourcement. Il y a quelque chose d'être devant l'eau, devant le fleuve, qui, je trouve, est tellement groundant. Fait que oui, là, j'ai hâte à l'été pour justement retourner en Gaspésie. Là. Ce serait quoi tes endroits forts, bas du fleuve puis Gaspésie? Alors, je suis souvent autour du Bic, près de Rimouski. C'est vraiment spécial parce que c'est minuscule. C'est minuscule, mais c'est beau. Mais c'est tellement beau et unique. Absolument. Saint-Famiel-sur-Mer aussi, magnifique. Puis en Gaspésie, on a beaucoup, beaucoup d'amis. À Gaspé même. Fait qu'on passe souvent plusieurs jours, semaines même par année là-bas à Gaspé. C'est magnifique. J'ai l'impression que Gaspé manque de l'amour parce que la ville est dans l'ombre de Percé. Mm-hmm. Mis à part le parc du Forillon. Parc Forillon. Oui.
Qu'est-ce que tu suggères d'autre à Gaspé? Est-ce que c'est juste d'aller dans un chalet ou est-ce que tu as des petits cafés ou des lieux spécifiques pour voir un beau coucher de soleil? À Gaspé. Alors, il faut absolument faire la plage de Alderman. Qui est comme une plage de sable blond avec genre la baie qui s'ouvre devant toi. C'est magnifique. Là. Je veux dire, je pense sincèrement que c'est notre plus belle plage au Québec. Pour la baignade, là, c'est magnifique. Pour les apéros de fin de journée, magnifique. Il y a une petite shop de tacos qui est justement sur le bord de la plage, à la plage Alderman, qui est excellente. Sinon, à Gaspé, ben oui, le parc Forion, la plage de Penouille aussi, qui est vraiment cute. Beau spot de coucher de soleil aussi. Sinon, en termes de resto, ben il y a le nouveau genre de bar à vin buvette qui a ouvert dans la marina de Gaspé, qui est vraiment chouette, sympathique, qui est rené par une super belle gang. Ils ont du vin nature Keb, c'est vraiment beau. Ils ont un beau menu. Puis c'est le fun parce que, tu sais, Gaspé, justement, c'est un peu comme en retrait des berges, mais la marina est vraiment au bord de l'eau. C'est vraiment cool. Ils ont comme un grand patio, terrasse. C'est vraiment chouette. Puis sinon, sur la rue de la Reine, là, il y a plein de commerces qui ont ouvert dans les dernières années là, depuis pandémie. Là. Il y a aussi un nouveau bar, un peu comme... Speakeasy qui vient d'ouvrir. Il y a un paquebot qui vient d'ouvrir aussi, vraiment chouette. Fait que, ouais, non, il y a une belle vie. Puis surtout l'été, c'est tellement vibrant, Gaspé. Fait que oui. Ça, c'est des beaux endroits qui pourraient même d'être ambassadeur Bonjour Québec. Tous les endroits que tu viens de nommer, j'ai jamais entendu. Mais là! Fait que ça, c'est très, très bon. Parce que, tu sais, je commence à m'y connaître maintenant. Mais ça, c'est excellent. Fait que je prends tout ça en note pour Gaspé. Ben écoute, si t'es de passage à Gaspé, écris-moi. Parfait. T'as-tu un chalet là-bas? Ben on a tellement d'amis que souvent, on se promène de maison en maison. Ça dépend. Ouais, je comprends. Sinon, ton endroit le plus sous-estimé pour consommer l'art à l'extérieur de Montréal? Il y a tellement plein de places. Puis ce qui est fabuleux là, avec l'art visuel, c'est que souvent, les lieux sont gratuits puis les gens ne le savent pas. OK, à l'extérieur de Montréal. Oh my God, OK, ça part. OK, si vous êtes sur la rive sud, à Saint-Hyacinthe, en haut du marché public, dans le vieux Saint-Hyacinthe, il y a un centre d'art actuel qui s'appelle Expression, qui est vraiment, vraiment chouette. Ils ont une magnifique programmation en art contemporain. Ça, c'est un super beau stop. Ensuite, vers Québec, il faut absolument arrêter à Drummondville, the place to be. Il y a un centre d'art actuel fabuleux qui s'appelle DRAC, qui est comme dans l'espèce de maison des arts de Drummondville. Magnifique programmation aussi. Un peu plus loin, passé Drummondville, à Saint-Edmond-de-Grantham, quelque chose comme ça. Il y a la Fondation Grantham, qui est une fondation pour l'art et l'environnement. C'est un magnifique bâtiment architectural conçu par Pierre Thibault, l'architecte québécois, sur le bord d'une rivière, dans la forêt, puis ils font une programmation en art actuel là-dedans. C'est un bijou, là. C'est gratuit, mais il faut prendre rendez-vous. C'est magnifique. Allez-y tous et toutes. Puis, mon Dieu, là, il y en a trop, mais... Dans le long du fleuve? Le long du fleuve... OK. Il y a le musée du Bas-Saint-Laurent, qui a une très belle programmation en art contemporain aussi. À Rimouski, il y a un musée des beaux-arts. Il y a aussi un centre d'artistes qui fait des programmations plus expérimentales, plus de pointe, qui s'appelle Caravane Sérail, à Rimouski même. Mon Dieu, il y en a tant. Quoi d'autre? En route vers Gaspé, si vous passez par Carleton, il y a un centre d'artistes aussi qui s'appelle Vaste et Vague, qui ont une programmation d'art actuel, puis souvent des œuvres à travers la ville, qui est vraiment chouette aussi. C'est un bon quiz! je révise ma géographie. Quoi d'autre? Mon Dieu, si vous passez par le bas du fleuve, les jardins de Métis, ils ont toujours une programmation hyper commissariée avec des invitations à des artistes en art contemporain qui font des installations dans les jardins, dans différentes sections des jardins de Métis. Ça vaut vraiment le détour. Non, ça, c'est un must.
Incroyable. Pour eux, c'est fou parce que, comme j'ai dit, je commence à m'y connaître, mais tout ce que tu viens de dire, sauf les jardins de métis, puis j'adore ça, c'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut, c'est off the beaten path. Oui! Puis essayer d'aller voir les petites galeries, les petites boutiques, les petites plages secrètes. Plus secrètes, mais secrètes. Fait qu'un grand merci, Florence, pour ton temps. J'apprécie beaucoup ton existence. Ben là, mon Dieu! Ton expérience, ta communication, ta multisectorialité. C'est pas un mot, mais on va le rendre un mot. J'aime ça. Puis continue à faire ce que tu fais. J'ai très, très hâte de voir où est-ce que tu vas être dans 10 ans avec ce bagage-là, avec cette sensibilité-là, cette revendication-là. Alors lâche pas. Merci pour tes mots, merci pour ta sensibilité aussi. Je trouve ça génial qu'on ait comme couvert art, sport, féminisme, engagement dans la société. C'est vraiment touchant. Merci. C'est à cause de ma mère. Oh, c'est beau! C'est le mot de la fin! C'est le mot de la fin. Merci.